Voilà. Ça a Bonjour au commencé. groupe. Alors, je suis, je suis un peu stressé. Hein, c'est la première fois comme ça, et je Mais suis nous stressé aussi. et très content aussi parce que avec nous, on a les deux des trois cofondateurs de la marque Égide, donc une marque française qui se positionne une dans une très bonne catégorie avec un très haut niveau de finition et qui a beaucoup de choses à nous dire parce que leur concept est assez particulier. Alors, du coup, je vous présente avec la chemise blanche Henrik Gaucher, qui est l'horloger de la marque, et Emeric Delalande, qui est le Je cofondateur, mais m'occupe plus. qui est plus chargé du marketing, apparemment. C'est C'est ça? ça, c'est ça. Bon, eh ben, je vous propose de commencer direct avec quelque chose qui intéressera le maximum de monde. De quoi qu'on parle? Alors, je vous laisse faire une petite démonstration vidéo de votre montre, si vous Émeric, voulez bien. Ok, alors, je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez propre dans les conditions du direct. Donc, j'ai préparé une petite installation pour vous montrer ce que c'est qu'Égide. Donc, Égide, c'est une montre dans un écrin un peu plus traditionnel, mais c'est une montre un petit peu particulière puisque elle va, en plus on va dire, de ses caractéristiques mécaniques, c'est-à-dire que c'est une montre à remontage automatique, bien entendu. 3 aiguilles pour ce qui est du premier modèle, avec un bracelet et une boîte, ça, c'est pas très original. La grande différence que va avoir Égide, c'est que on a décomposé la montre en 3 parties. La première partie, c'est la capsule. Donc, c'est une capsule qui est complètement étanche, à 100 mètres, avec couronne vissée, tube vissé, fond vissé, mais qui n'a pas de cornes. Les cornes, elles sont là, sur ce qu'on appelle la carrure, et la carrure va recevoir le bracelet. Et là, on voit très clairement les 3 éléments. Donc, pour que tout ça soit intéressant, eh bien, on a fait en sorte de pouvoir fixer les éléments de façon extrêmement solide et extrêmement rapide, sans avoir d'outils ni de connaissances horlogères. Donc là, vous apercevez peut-être les 2 petits index qui sont ici. Quand ils sont alignés, ça veut dire que c'est verrouillé. Et la bague qui est derrière, qui est une bague qu'on appelle le système Evol, va venir verrouiller la carrure à la capsule. C'est extrêmement solide. En fait, on se retrouve avec une montre qui est complètement intègre comme n'importe quelle montre. Les bracelets, eux, le système de fixation, vous le connaissez quasiment tous, c'est le système des pompes flash. On a essayé d'en inventer un à nous, mais finalement, on n'a pas réussi à faire mieux, donc on a gardé les pompes flash. Et voilà, en 30 secondes, on arrive à assembler une montre qui ressemble à une montre tout à fait classique. Mais à quoi ça sert tout ça? Chez Egide, on avait la volonté d'aller essayer de pousser l'horlogerie un petit peu plus loin. Moi, j'ai une carrière de 10 ans derrière moi dans l'horlogerie et j'étais toujours un petit peu peiné d'avoir à revendre une montre pour en racheter une. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de faire évoluer les montres. Et c'est ça le principe de base d'Egide. C'est-à-dire qu'en ayant la montre qui est dans la capsule, comme ça, là est quasiment tout le prix de la montre. Eh bien, cette montre, on va pouvoir l'habiller avec d'autres accessoires. Et c'est là qu'entre en jeu notre fameux écrin qui, en plus d'être l'écrin de base de la montre, va aussi servir de dressing. Nous, on appelle ça le dressing horloger. Et on va pouvoir acquérir, au prix d'un cadeau d'anniversaire, d'autres formes, d'autres carrures, là, en l'occurrence. Donc là, je vais avoir une carrure un petit peu plus habillée, comme ceci. D'autres bracelets et même d'autres capsules. Ici, on a un fond noir, mais en ce moment sort une capsule avec un cadran différent qui est le nouveau modèle dessiné par Jérôme Cos qui s'appelle l'Amirage. Voilà un petit peu pour le principe des gîtes. Donc petit à petit, on investit d'abord dans une très belle montre qu'on va configurer soi-même et qu'on va trouver, qu'on va configurer sur le site internet. Et accessoire par accessoire, on va se constituer ce fameux dressing qui est ici. Et tous les matins, en 20 secondes pour les plus doués et 40 secondes pour les moins doués,
eh ben, on va pouvoir faire créer la montre qui va nous accompagner dans la journée, dans nos activités et dans notre mood du jour. Donc, voilà pour le principe. Eh ben, franchement, oui, c'est parfait. La démonstration est parfaite. Ouais, ça fait envie. Donc, en j'avais quelques petites questions d'introduction, mais après, je comptais décomposer l'entretemps, comme on appelle ça, en trois parties. Sur la genèse du concept et de votre entreprise, en gros. Ensuite, sur l'actualité. Puis finir avec l'avenir, les évolutions possibles, les projets et tout ça. Euh, pour, pour commencer, du coup, avec la, pour commencer, comme c'est la première fois qu'on fait un entretemps, donc on a décidé que ça serait comme ça. Le principe, c'est que l'entretemps a été annoncé sur le groupe il y a une semaine peut-être, et puis chacun pouvait proposer des questions. Donc avec un post, plusieurs posts même, on a recensé des questions que j'ai compilées et qui sont devant moi, que je vais distiller au fur et à mesure de cet entretien. Voilà. Donc certaines questions sont des administrateurs, dont moi, et d'autres, ben, j'essaierai de le signaler. Je ne sais pas qui les a postées, mais elles seront de membres du groupe, donc je mentionnerai à chaque fois. Euh, donc, on va commencer par la genèse, du coup. Hein. Que veut dire égide? D'où vient le nom égide? Vas-y, Emeric, je te laisse la parole. Ok. Bonjour à tous. Égide, c'est plusieurs lettres. H-E-G-I-D, H pour horlogerie, E pour évolution. C'est le principe même de notre horlogerie. G comme global, on n'est pas une montre ni pour aviateur, ni pour plongeur, ni pour businessman. On est un peu tout ça en même temps parce que l'idée, c'est de pouvoir se donner une personnalité à chaque configuration qu'on va faire. Donc, on est globaux. I pour identitaire, on choisit qui on est à quel moment de sa journée ou de sa vie. Et D pour différente. Voilà, on fait les choses un petit peu différemment dans l'horloge. D'accord. Juste si je peux me permettre, Émeric, si tu pouvais parler un peu plus près du micro parce qu'on ne t'entend pas beaucoup. Écoute, je sais pas pourquoi, c'est mes AirPods. Ah, bah là, quand tu l'as remis, on entend mieux. Ok, bah, je vais essayer de parler fort. Ça marche, ça marche. Ok. J'espère que vous avez tous pu m'entendre. Oui, et du coup, égide, vous avez, parce que l'anagramme, je comprends toutes les lettres, mais vous avez fait comment? Vous avez pris les mots qui vous intéressaient, vous avez mélangé, ça a donné quelque chose, ou comment vous êtes venu à ce Euh, nom-là? Bah oui, un petit peu, il y a ça. Il y a aussi le fait que tu as plusieurs noms, tu sais, quand tu crées une marque. Il y en a qui sont disponibles, d'autres pas. Il y en a où tu peux avoir le .com et d'autres pas. Il y en a que tu déposes et puis certains concurrents font des recours pour le nom de la marque et d'autres non pas. Et celui-là, c'est celui qui est passé pour tout et on en est très fiers et on est très content d'avoir ce nom-là et qui va nous suivre pour les prochaines années. Ah bah ouais, il est très bien. On tape Égide sur Internet, on tombe direct sur vous. Il n'y a pas 36 000 autres pages, autres entreprises avec le même nom, quoi. Ouais, et puis après, tu vois, il y a des choses qui sont intéressantes dans le sens où c'est 5 lettres, il y a très peu de noms en 5 lettres qui sont disponibles dans le monde entier, qui veulent rien dire de grave dans une langue ou dans une autre. Ouais. L'association disons que c'est disponible et puis ça sonne bien et c'est facilement, on peut facilement le mémoriser, donc voilà, on est parti là-dessus. Ok. J'espère que ce nom plaît pour la plupart. Ouais, bah, moi je le trouve bien. Hein. Après, c'est mon avis, il compte pas, mais je le trouve bien. Euh, La deuxième question, du coup, comme tout se base sur votre concept de montre modulable, d'où est venu ce concept, l'idée de... Du coup, Henrik, tu as un petit peu répondu dans la présentation, mais comment ça a germé cette idée-là? En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux montres il y a une quinzaine d'années.
Et j'avais pas d'argent, mais j'ai découvert, j'avais commencé par la mécanique automobile en fait, contraint et forcé. J'ai eu une Diane pour mes 18 ans, et puis elle tombait en panne tout le temps, et j'ai un copain qui a fini par en avoir marre de me la réparer, donc il m'a dit, tiens, je vais t'apprendre à le faire. Et j'ai découvert que bah, même un cerveau aussi faible que le mien était capable de comprendre la mécanique. Donc j'ai fait ça pendant des années jusqu'à ce que je découvre les montres mécaniques. Alors là, ça a été une révélation. Et je me suis mis à en acheter sur eBay des montres russes, des Polyod, des Raketa, vraiment à pas cher. Et souvent, elles étaient à la fois moches et à la fois en mauvais état. Donc, j'apprenais petit à petit avec les forums, avec des bouquins du CAP, horloger. Enfin, j'apprenais l'horlogerie comme je pouvais. Et puis, je l'ai démonté. Et puis, comme tout ça, c'était russe et bien souvent communiste, et ben, c'était plus ou moins un standard. Donc, j'arrivais à en faire une avec trois. Et puis, bah, quitte à échanger les éléments, je me suis mis à échanger à mettre, combiner finalement tous les éléments qui me plaisaient. Et puis, le temps a avancé, j'en ai fait mon métier. Alors, pas l'horlogerie pure, hein, parce qu'il y a des gens qui font beaucoup mieux que ça, que moi, mais par contre, dans le métier du retail horloger, c'est-à-dire j'étais responsable de magasins multimarques où je vendais Rolex, Cartier, tout ça. J'aimais beaucoup passer du temps avec l'atelier parce que je pense que c'est un rêve inaccessible pour moi avec mes compétences, mais un métier que je respecte énormément. Et là, je me suis mis à acheter des montres et comme je le disais tout à l'heure, une grande frustration de ne pas pouvoir en posséder plusieurs. Et du coup, c'était vraiment très triste quand j'en vendais une pour en avoir une autre. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que ces choses qui durent toute une vie, qui sont faites pour ça, pourquoi est-ce que bah, finalement on s'en lasse et il y en a toujours une autre qui vient après? Pourquoi est-ce qu'on a envie d'en changer? Et si on ne peut pas en changer, comment on fait? Et c'est là que, en 2006 ou 2007, j'ai commencé à croquer ces petites capsules-là qu'on pourrait habiller avec des formes différentes. Ok. Donc, pour continuer dans le truc, vous avez été jusqu'à déposer des brevets pour ce concept-là. Sur quoi porte-t-il? Alors, nous avons déposé un brevet principal qui est le brevet de, je vais vous remontrer tout ça en image. Hop, génial, on a l'impression. Là, donc cette fameuse bague qui est ici, là, on a déposé le brevet, d'abord en France et ensuite à l'étranger dans tous les pays industrialisés. On a déposé le brevet pour cette bague-ci, qui est une bague un petit peu comme l'encre dans le mouvement, qui va avoir plusieurs fonctions. Sa fonction principale, bien sûr, c'est de venir attacher de façon tout à fait solidaire la capsule dans la carrure. Donc pour ça, voilà, on a un système de pattes ici. Donc la bague extérieure, la bague qui est au fond là est en titane et va venir tourner autour du corps de la capsule, qu'on appelle le container. Et en tournant, les pattes en titane que vous voyez sortent du diamètre extérieur de la capsule et viennent se prendre dans une gorge qui est ici. Donc, le système ainsi a plusieurs fonctions qui sont assez pratiques. Le premier, c'est hyper facile à faire. Ça ne peut pas s'enlever avec un doigt parce qu'on a aussi breveté une petite astuce à l'intérieur. Et en plus, vraiment en dernier temps, comme j'ai fait beaucoup d'ateliers, que je connaissais à peu près les statistiques des retours récurrents de montres sous garantie, eh bien on s'est servi de la bague pour rajouter un petit amortisseur là, de 3 dixièmes qui va venir compenser une certaine faiblesse dans le mouvement, qui est bien connu des golfeurs notamment. Voilà, donc ça c'est Ok, le brevet qu'Egide a déposé et maintenant, oui, il est déposé à ok, l'international ce brevet. ok. Bah là, on a bien vu. En fait, Oui, peut-être pour faire la passerelle entre les deux questions, Henrik a eu cette idée. On s'est rencontrés, j'ai travaillé pour Henrik pendant un bout de temps. Et dans le cadre d'un stage, en fait, quand j'étais dans mon école d'ingénieur. Et on est resté en relation et on commençait à travailler sur ça depuis 2016, je crois. Et on s'est vraiment mis dedans et on a travaillé, on a mis 2 ans à peu près de recherche et développement avant d'arriver à cette innovation.
avec Et tous les parties prenantes et notre troisième associé voilà, notamment. c'est là qu'intervient et qu'il y a une part énorme quand même pour Grégory, notre troisième associé, qui est aussi mon petit frère cadet, avec qui depuis que je suis tout petit, je bricole des trucs. J'arrive avec une idée un peu fofolle et lui, c'est le finisseur, c'est l'ingénieur de service. Et donc, de cette idée de capsule qui va s'habiller, on a cherché ce système de fixation. Et Grégory, dans le métier, est concepteur industriel. Donc, il passe son temps à dessiner des trucs en 3D, à chercher les millièmes et à faire en sorte que derrière, il y ait des débouchés industriels pour ses inventions. Eh bien, à nos deux, finalement, trois, quatre connaissances, cinq connaissances avec tous les gens qu'on a rencontrés ensuite dans le Doubs, près de Besançon et de Morteau, eh bien, on a réussi à inventer ce truc-là qui était un marronnier finalement de l'horlogerie parce qu'il y a déjà plusieurs marques qui avaient essayé de le faire. Mais la vraie difficulté, c'était de faire un système qui soit aussi solide et aussi simple d'usage, en fait. C'était notre principal défi. C'est pas d'outils, pas de connaissances horlogères et il faut que ça se fasse en 15 secondes tout en durant 80 ans, 120 ans s'il faut que ça dure. Et j'ajoute là fallait que ce soit agréable, et plaisant en fait à utiliser comme invention, aussi bien esthétiquement qu'avec le son. Voilà, c'est hyper important. Moi, je viens de chez Apple. Je bossais chez Apple avant de lancer chez Egid et c'est le genre de trucs qui sont hyper importants, le design. Ouais. Donc, Bah, on du a coup, c'est Apple, appliqué tu sur pourrais leur dire que les AirPods peuvent améliorer pour le micro, hein. je pense que c'est peut-être aussi mon réseau. Je suis en déplacement et dans le sud et à la plage, là, si vous voulez voir. Ah bah Voilà. voilà, ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est peut-être mon réseau et pas forcément les Une AirPods. question. Alors, alors, ouais, j'ai une question de Dong là, qui arrive en même temps. Avez-vous fait des tests sur des utilisateurs potentiels pour perfectionner le système avant de le mettre grand public? Est-ce que vous avez fait des tests sur des gens? Enfin, de proposer la montre portée, quoi. Oui, bien sûr, la version qui a été commercialisée, c'est pas la première version qu'on a inventée. On en a utilisé, on en a testé plusieurs avant de se lancer. Et ça a été testé. Je pense qu'il y a eu peut-être 7 mois de tests, alors aussi bien des tests de contraintes mécaniques qui ont été faites sur les pièces pour voir comment se comportaient les matières en frottement les unes sur les autres et ainsi de suite. Et puis ensuite, on a beaucoup porté les prototypes avant de commencer à faire les pré-séries. Ok. Et du coup, j'en viens à une question d'un membre du groupe qui que je n'ai pas tous les noms en tête malheureusement, mais combien votre système est donné pour combien de montage démontage avant de commencer à avoir des traces de fatigue, d'usure ou un petit jeu qui pourrait apparaître? Est-ce qu'il y a un test d'usure qui a été fait? Oui, Il y a des geeks on ici. a un test d'usure qui a été fait. Pardon? Je dis, il y a des geeks, des très techniques ici. C'est bien. Non, mais c'est bien parce que C'est rare ouais, d'avoir ces non, questions de la part des journalistes. C'est bien. On n'est pas journaliste. c'est bien parce que justement, on n'a pas l'habitude, alors que on a bossé tellement longtemps sur ces questions-là que ça nous fait plaisir que quelqu'un nous les pose, quoi. Parce que parce qu'il y a un moment, la montre, elle est pas juste jolie, il y a beaucoup de travail derrière. Et donc oui, on a fait des tests de contraintes. Alors on a beaucoup simulé sur ordinateur d'abord pour voir un petit peu les tests de dureté. On a eu beaucoup aussi de travail dans le choix des alliages, justement pour que les alliages et les traitements de surface arrivent bien à vivre ensemble. Et du coup, on a fait des tests. Alors, pour vous donner une idée, les tests qui ont été faits, c'est sur 10 000 cycles. 10 000 cycles, c'est-à-dire un peu comme une alternance de montre, c'est-à-dire 10 000 mouvements. 10 000 cycles, ça représente 27 ans d'utilisation. Voilà, D'accord. donc on est allé jusqu'à 10 000 cycles, mais on ne pouvait pas aller au-delà et l'usure n'était pas encore suffisante pour changer la pièce. Donc D'accord. on sait qu'au minimum, notre pièce, elle va tenir 10 000 cycles en usure, c'est-à-dire on ne parle pas de limaille à l'intérieur, on ne parle pas de corps étranger qui va venir à l'intérieur, parce que ça peut se nettoyer. Mais matière contre matière, friction contre friction,
à température normale, on est sur, Ok, sur 10 000 cycles et plus. ok. Bon, petite parenthèse, du coup, comme j'ai j'ai une assistante qui me semble, la Je question parle dans était de l'oreillette. Christian Nadeau. Voilà, le nom du membre qui a posé cette question, Ah, ouais. voilà, c'est Christian Nadeau. Il faut rendre à César ce qui appartient à Exactement, c'était César. Eh ben, une question pertinente à Christian, laquelle j'aurais merci pas d'avoir pensé posé moi-même. cette question. Merci d'avoir posé cette question parce que c'est la première fois qu'on y répond et ça nous fait fort Eh ben, plaisir. tant mieux. Elle était pertinente cette question. Et du coup, pour suivre sur les choix là, du coup, vous avez mis un SW200 dedans, un Celita, Oui. je crois. Et pourquoi ce mouvement? Alors, ça, c'est une question qui fait un énorme débat. Je vais y répondre très franchement. Donc, j'ai dit, moi, dans ma carrière, j'ai travaillé avec pas mal de marques et j'ai travaillé avec beaucoup d'horlogers et j'ai fait, dans mes ateliers, on faisait de la révision, on faisait du dépannage et des choses comme ça. Ma conviction qui ne concerne, enfin, voilà, qui n'engage que moi, c'est que le meilleur mouvement possible, il est le plus simple possible. Et surtout, il est le plus facilement réparable possible. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi le SW200? Pour différents facteurs. Déjà, on peut l'acheter. On peut l'acheter neuf chez Celita. Son concurrent direct, qui est le ETA 2824-2 de chez ETA, ben, on ne peut pas l'acheter directement chez ETA parce que pendant très longtemps, ETA avait fermé les vannes pour les marques tierces. Donc, elle ne livrait plus que ses anciens clients et les clients du Swatch Group. Là, ça vient de s'arranger un peu avec la Comco, donc qui est la chambre de la concurrence suisse qui a lâché un peu les vannes, mais uniquement pour les marques suisses. Donc nous, on est allé chez Celita, qui a un autre avantage aussi, c'est que chez Celita, il suffit d'avoir un siret d'horloger. Vous vous inscrivez sur leur site internet et vous avez le droit de commander une roue de centre. Vous avez le droit de commander un coq de balancier. Donc vous commandez votre roue de centre à 4 francs. Vous allez avoir 12 francs de port peut-être, mais au moins vous recevrez une pièce neuve. Et ça, dans une révision, c'est très important parce que on a souvent tendance à faire avec ce qu'on a, mais dans une révision, quand on a une montre neuve et qu'on la fait réviser au bout de 7 ans, il y a des pièces d'usure qu'il faut changer, des ressorts de barillet, des choses comme ça. Et du coup, c'était très important pour nous qu'il y ait un suivi de pièces neuves dans ce qu'on vendrait. Donc, on n'a pas voulu partir dans un mouvement compliqué, dans un mouvement maison, par exemple, voilà, comment trouver les pièces pour un mouvement maison. Et on a choisi un mouvement simple, robuste, donc un SW200 dont on fait une configuration qui nous appartient. Ce n'est pas un mouvement qu'ils ont au catalogue là-bas. On a choisi les composants qui sont à l'intérieur, mais qui sont des composants standards qu'on peut changer très facilement et avec un bon réglage Qu'est-ce qui est qu'il a de vraiment très différent, bien. du coup, ce SW200, par rapport à un standard? Bon, déjà, il a un degré de finition qui est bien au-dessus de la finition standard. Il a un prix aussi qui est bien au-dessus de la définition standard. Et puis, dans tout ce qui est, alors, on ne va pas dévoiler tous nos secrets non plus, mais les mouvements, on les règle, nous, pour qu'ils tiennent dans le temps. C'est-à-dire qu'ils tiennent le réglage dans le temps. Il y a énormément de mouvements, j'appelle souvent ça de la dentelle, et il y a énormément de mouvements qui, dès qu'ils prennent une grosse claque dans la tête, ont un spiral qui va se tordre, un axe de balancier qui va être fichu ou des choses comme ça. Nous, on a choisi les composants avec un cahier des charges orienté fiabilité. Donc, finalement, tout l'organe moteur a été étudié pour que ça puisse prendre des chocs à temps de G sans se dérégler à chaque fois. Ok. Et je reviens sur la question précédente, parce qu'il y a une question de Eric et de Michael. Non, c'est Eric là. Quelle est la définition d'un cycle? Vous disiez 10 000 cycles, ça tenait 10 000 cycles avant d'avoir un début du jeu. Enfin, le test a été fait jusqu'à 10 000 cycles. Qu'est-ce qu'un cycle en fait? Je vous montre. Dis-moi de plus long. Un cycle. J'enlève, je remets 2 cycles, Un cycle, ok. 3 cycles, On fixe et on enlève, on met. 4 cycles,
Ok. Voilà, en gros, ça revient à faire ça, changer de carrure et remettre. Voilà, Ok. j'ai transformé ma montre, ça vaut un cycle. Ok. 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 Euh, on a, on a fait la première partie sur la genèse du concept un petit peu, là, le truc. Et maintenant, sur les montres en elles-mêmes, l'origine des montres. C'est-à-dire, elles sont conçues donc dans le doute, c'est ça? Et après, où sont-elles fabriquées? Où sont-elles assemblées? C'est Tu veux pensé. répondre, Mike? Ouais, je vais prendre un petit peu la parole. Comme ça, je vais pas avoir l'air ridicule à vous écouter tous les deux quand ça va parler, si ça enchaîne technique. Et ça, je mettrai sur les origines. On design principalement à Paris, où on est basé, nos équipes, donc toute la partie direction artistique et puis et les personnes qui s'occupent en fait du design des montres. On a un centre de prototypage vers Nantes, où on a internalisé des machines 3D par exemple, où on peut faire des rendus visuels de nos prototypes, donc des nouvelles carrures, des nouvelles capsules. Quand on les design, on peut faire ça, au-delà de ce qu'on peut faire en informatique. Quand on passe sur les prototypes, c'est produit principalement à Besançon ou à Morteau, en tout cas dans la région, tout comme tout ce qui est fabrication en série. Donc, tout est fait là-bas, c'est aussi assemblé là-bas. On a des composants qui viennent de l'étranger. Ces composants, c'est le mouvement, le verre, je crois, et je ne sais plus lequel. Et tout ça, ça vient de Suisse. Voilà, on passe par des entreprises suisses. Et tout le reste, sinon, c'est sourcé en France. Donc on est à 85% made in France sur le prix de revient d'une montre, et le reste, c'est suisse. Le 15% reste. Donc, en plus, on t'entend pas beaucoup, mais donc, en gros, le concept du prototypage, tout ça, c'est en région On fait, nantaise, mais après, les usines, concrètement, les usines qui fabriquent toutes les pièces, elles sont où? en France, dans le Doubs. Dans le Doubs, voilà. Excusez-moi, parce que c'est vrai que, en plus, je lis les questions en même Et, temps et, et qu'ils se les, posent, voilà. Donc, ok. les mouvements viennent de Oui, Suisse. Voilà, ça, les informations principales, tout est fait en France, et les mouvements sont importés de Suisse, si on doit résumer. ok. Et, ok. Elles sortent d'usine complète ou vous faites un assemblage, un contrôle qualité, vous faites le contrôle qualité à l'issue, vous faites un assemblage, vous faites quoi? On a des prestataires qui se chargent de ça en France, et oui, voilà, c'est ça. On les assemble avec nos modes d'assemblage, via nos prestataires qui sont basés dans le Doubs. D'accord, ok. J'ai une question d'un membre. Alors je cite, hein, comment contrôlez-vous la provenance des matériaux utilisés en termes d'éthique? C'est-à-dire réputation des fournisseurs, des audits et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une démarche aussi de faire attention en termes d'éthique à qui sont vos fournisseurs, quoi? Je réponds? Vas-y. Bon, alors l'éthique, c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Déjà, nous, la première chose qu'on fait, c'est on essaye de contrôler au maximum ce que finalement on va vendre en bout de chaîne à nos clients. Pour ça, on a choisi le circuit court. Le circuit court, ça veut dire ne pas aller chercher nos composants trop loin et être toujours, enfin à peu près tous nos fournisseurs, le plus loin, il est à la chaux de fond. Donc c'est des gens qu'on connaît, dont on connaît la réputation et on sait à peu près comment ils travaillent. Nous, notre vrai travail, vous l'aurez compris, donc c'est de concevoir des montres et ensuite de fabriquer leur habillage. Et pour ça, on travaille avec des usineurs qui sont tous français et qui, eux, ont été choisis justement pour leurs compétences. Alors, non seulement ils travaillent pour l'horlogerie, en général pour des grandes maisons suisses, mais ils travaillent aussi pour le biomédical. Et c'est là que ça devient très, très intéressant parce que tout le monde sait, par exemple, ce que c'est que l'acier 316L. L'acier 316L, 99% des montres, à part les Rolex, sont en acier 316L. Mais ce que les gens ne savent pas, par exemple, c'est qu'il y a plusieurs grades de qualité dans l'acier 316L.
Donc tout ça, il y a différents types de normes. Nous, on travaille avec une norme allemande qui s'appelle la DIN. Alors, ne me demandez pas la traduction en allemand parce que j'ai un accent tout pourri. Mais la DIN, ça va répertorier donc les différents types d'acier avec leurs propriétés à la fois mécaniques et à la fois médicales. Nous, en France, avec nos fournisseurs, on travaille deux types d'acier. On travaille le 1.4435 qui est utilisé par à peu près toutes les marques très haut de gamme à plus de 5000 francs qui fabriquent leurs boîtes en Europe. Et on travaille avec un autre acier encore plus haut de gamme, mais qui a des propriétés qui sont un peu différentes, qui est le 1.4441. Et le 1.4441, c'est un acier qui peut carrément être mis en implant permanent dans un corps humain. Donc, il a une teneur en nickel, une teneur en chrome qui est extrêmement contrôlée. Donc, tout ça, c'est contrôlé par des organismes, hein. Et ensuite, ce qui nous intéresse, nous aussi, c'est la résistance à la corrosion. Et la résistance à la corrosion, on mesure la porosité de ces métaux-là. Et les alliages qui sont faits et les alliages qui sont contrôlés par le DIN, justement, sont des alliages qui sont très, très peu poreux. Et nous, l'intérêt que ça a pour nous, c'est non seulement la longévité, parce que quand on vend une carrure à 350 €, ce n'est pas seulement une carrure, c'est aussi un bout de la montre. Et donc, il faut que l'arrière-petit-fils du propriétaire aujourd'hui, il faut qu'il la retrouve nickel. Et pour la retrouver nickel, il y a une seule solution, c'est qu'elle supporte bien les polissages et les entretiens qu'il va y avoir dans le temps. Et pour ça, il faut un très bon acier, parce que sinon, si vous avez un mauvais acier, bah, les petits trous, les petits piqûres qu'il va y avoir dedans, il va falloir les effacer en enlevant de la matière. Bah, ça, on n'a pas besoin de faire ça avec nos aciers. Et on est très fiers de ça, parce que les aciers qu'on utilise chez Egide, ils sont utilisés par d'autres, mais vous n'imaginez pas les prix que voilà, c'est au-delà des 10 000 €. Donc, la qualité vraiment des matériaux qu'on utilise, c'est très important. Après, si l'éthique, ça concerne l'origine des matériaux, c'est-à-dire la composition, d'où vient le chrome, d'où vient le nickel et tout ça, ça, c'est très difficile à définir, c'est même impossible. L'or, il commence à y avoir une prise de conscience dans l'horlogerie et la joaillerie avec de l'or éthique dont on est sûr qu'il ne va pas sortir d'une mine au Nigeria où c'est des enfants qui vont travailler. Pour ce qui est des alliages techniques, en général, ça vient d'industriels qui ont pignon sur rue et donc on n'a pas trop de soucis à se faire pour ça. La personne qui a posé cette question, c'est une question qui est super intéressante et si elle a des choses à m'apprendre, c'est avec grand plaisir qu'elle me contacte sur Facebook là, et puis on échangera là-dessus. Bah, tu sais, si tu peux trouver qui a posé cette question sur le réseau. Et Non, non, j'espère c'est surtout pas que j'ai répondu à sa question parce que Oui, j'espère que j'ai répondu à sa question. bah, il me semble que oui, mais après, comme je ne suis pas à l'origine de la question. Non, mais l'éthique, ça peut être plein de choses, l'éthique. Voilà. Oui, mais je pense que c'est ça, c'est sur l'aspect moral. Bon, mais je pense que. On a, Non, on, et- on a quelque chose qui nous différencie de certaines montres et parfois qui nous vaut d'être pris pour des Américains, notamment en termes de prix. C'est quand on nous dit ah bah vous avez tel mouvement et il y a tel autre montre qui est bien moins cher que la vôtre et qui est bien moins cher alors qu'il y a le même mouvement quoi, en termes de montre. L'éthique, c'est aussi de se dire bah nous on travaille avec des gens à qui pour le travail qu'ils font sur nos montres, on les paye bien plus cher, mais au moins on sait qui c'est. On sait qui c'est et comment ils travaillent, d'où leur main-d'œuvre et leurs matériaux viennent. Et en tout cas, on les croit. Et voilà. C'est aussi notre engagement éthique, le fait de produire en France avec ces industriels qui sont à la fois petits, mais fiables et avec lesquels on a envie de grandir pour le long terme. On n'est pas notre démarche, c'est pas de négocier nos prix pour se faire le plus de marge, c'est de faire des produits qui vont durer pour des décennies parce que c'est notre promesse aussi auprès de nos clients. Donc voilà aussi notre approche éthique et de sourcing. Ouais, ok. Bien Non, dit, mais associé. Bravo. J'ai on fait le marketing. j'ai une larme à l'œil, dis donc. Non, mais c'est vrai, depuis le début, tous les raids qu'on a fait avec des voitures de location dans le Doubs à monter des côtes à 40 à l'heure parce qu'on avait pris la plus petite et tout ça, et puis se retrouver dans des bleds qui étaient tout paumés et trouver des parcs machines de malades avec des gens qui ont des compétences techniques de ouf, quoi. Ça a été une belle aventure et on est très content du résultat parce que
On fait ça finalement avec des gens qu'on tutoie, avec des gens, quand on y va, on prend l'apéro avec eux, et puis on sait ce qu'on fait. C'est comme acheter ses légumes finalement au maraîcher du coin, on les voit pousser et ensuite on les consomme. Et on est très content de faire les choses comme ça. Ok. Donc là, on vient de finir enfin, ce que j'avais préparé pour la première partie, la genèse. Mais avant de passer à la deuxième partie sur l'actualité, enfin le présent, quoi, il y avait quelques questions qui sont arrivées, des questions un peu plus légères là. Par exemple, chacun, quelle est votre combinaison préférée? Quelle est la combinaison de votre montre que vous préférez? Ah, vas-y, Aymeric, commence. Non, mais j'aurais aimé l'avoir, mais je la porte pas. Je regarde si je l'ai pas prise avec moi. Non, je vais pas l'avoir. Si... Bon, globalement, je peux vous montrer. En gros, c'est celle que je porte avec Ouais. donc la Vision, qui est la première montre finalement qu'on a faite. J'ai juste pas le bon bracelet. Là, on a un bracelet en alligator et à la base, c'est un autre bracelet en cuir de veau, je crois. Noir aussi, mais le rendu est à peu près celui-ci, parce que elle est belle, elle passe partout cette configuration-là. Et historiquement, bah, c'est aussi la première qu'on a faite. On en avait deux quand on a lancé la marque, et celle-ci en faisait partie. Et voilà, elle est chère, chère pour moi. Alors j'aime bien forcément la toute nouvelle qu'on a lancée, la Mirage, mais c'est une autre valeur, elle est super jolie. Et voilà, mais sinon pour le moment, moi, c'est celle que je préfère. Ok. Et toi, Henrik? Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que à chaque fois qu'on croise quelqu'un qui a un bracelet en 22, on s'amuse à l'installer sur une égide. À chaque fois qu'avec Grégory, mon frère, on sort une nouvelle carrure de l'imprimante 3D, on la porte une semaine parce que c'est notre nouvelle combinaison préférée. Euh, L'intérêt des gîtes, c'est ça. L'intérêt des gîtes, c'est de changer tout le temps. Alors certes, il y en a qui restent dans la boîte, il y en a qui sont très très bien. Alors, comme Emeric, la toute première montre qu'on a créée, la Vision, perso, moi, c'était la marron, c'était la montre de mes rêves quand j'ai eu ma première montre pour mes 30 ans. C'est celle-là que j'aurais aimé acheter, mais elle n'existait pas dans le marché. Après, j'ai beaucoup aimé porter aussi, mais là, je ne l'ai pas aujourd'hui. C'est la boîte expédition qu'on a faite, la carrure expédition, qui est cette carrure assez costaud. Voilà, celle-ci. Alors ça, c'est un vrai rêve et puis c'est une histoire incroyable, cette carrure. On n'a pas le temps ici de la faire, mais c'est une carrure qui est quasiment sold out chez nous. Il en reste une au printemps, je crois. Il en reste très très peu sur la France. Mais cette montre, elle est hyper agréable à porter. Et puis là, ces derniers temps, j'ai du mal à quitter la Mirage quand même. Je l'admets. J'ai du mal à quitter la Mirage. Et puis, on est encore dans la découverte depuis qu'on a les nouveaux protos de la Mirage, là, on est encore dans la découverte de nouvelles combinaisons avec les anciens composants finalement. Donc, Ouais, on a calculé, ça fait 396 combinaisons avec tout ce qu'on a sorti pour l'instant et plus les autres bracelets qui existent sur le marché. Et enfin bon, j'aurais pas dû faire ce métier, quoi. Mm. Et du coup, pour enchaîner avec une autre dans la question qui élargit un peu, portez-vous d'autres marques? Plus maintenant. et personnellement, j'ai jamais eu les moyens de me payer une belle marque Oh, et de qu'est-ce que montre. je t'ai Alors, j'ai offert à la commencé sortie avec de ton ça. stage? Qu'est-ce que Une, je t'ai une offert, Emeric, Swatch. à la sortie de ton stage? Ouais. Quand j'ai travaillé avec Henrik dans l'horlogerie mécanique, il m'a payé ma première montre mécanique qui était une Swatch pour le coup. Et je l'ai toujours et je l'apprécie toujours. Je la garde Une avec Swatch Irony. Et moi, pour la petite histoire, j'ai vendu mes montres pour créer la société. D'accord. Mm. Ok. Ouais. Mais après, Euh, on apprécie, il y a toujours des références qui arrivent et qu'on apprécie énormément. ouais. Moi, il y a des montres que je traîne, enfin, je vais souvent dans les magasins, pour le coup, c'est mon métier. Et il y a des produits qui sont absolument fabuleux chez les autres marques. Je regarde en même temps les questions qui arrivent. Donc là, une question d'Éric Guérin.
qui me demande pourquoi vous avez choisi une étanchéité à 100 mètres et pas 200 comme vous avez une couronne vissée, donc théoriquement ça devrait être possible, ou 50 mètres pour se faciliter la tâche. Pourquoi avoir choisi 100? Alors, 100 mètres, Vas-y, Eric. 50 mètres, ça aurait été suffisant. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a choisi une étanchéité full vissée? Ça, c'est important. Une vraie montre étanche, c'est une montre où tout est vissé. Parce qu'il n'y a que des pas de vis et des joints qui sont capables de rendre vraiment une montre étanche. Donc, le premier choix qu'on a fait, c'est de choisir d'avoir un fond vissé, d'avoir une couronne vissée, d'avoir un tube vissé, parce que ça donne une solidité extrêmement forte et puis ça donne surtout une étanchéité, même si on dépasse la révision, même si on la laisse 15 ans, 20 ans, même si j'aime pas ça, hein, il faut les faire réviser les montres. Mais ça garantit une étanchéité à long terme. Ensuite, 100 mètres, il fallait partir de quelque part. Voilà. La capsule, nous, on l'a étudiée dès le départ pour qu'elle puisse aller sans trop de problèmes jusqu'à 300. Vous avez vu le système tout à l'heure, une capsule, elle est protégée par un bouclier qui est autour. Donc, il y a des forces et des pressions qui vont s'annuler grâce à cette capsule. Le fond, là, c'est un fond vitré. Ce fond, on peut le changer et on peut mettre un fond de différentes épaisseurs et toujours en mettant le système Evol dessus, c'est juste quelques cotes à changer. Et donc, on peut facilement même faire une montre qui va aller à 500, à 1000 mètres. Il faut bien commencer quelque part. Et pour l'instant, si on avait fait une montre étanche à 100 mètres, on aurait eu un verre beaucoup plus épais. Et par conséquent, on aurait eu Plus de du 100 mal à mètres. faire des combinaisons sur des montres habillées. La montre, elle aurait été moins jolie. Là, on a une capsule qui fait 11 mm. Si on avait fait une capsule 500 mètres, par exemple, on aurait une capsule qui ferait plus de 14 mm. Et ça serait beaucoup moins facile de l'adapter sur une carrure habillée, toute polie, art déco, des choses comme ça. Après, pour répondre à la question sous-jacente à tout ça, c'est pas impossible et c'est pas impossible. Ouais. Après, du coup, le truc avec les questions qui arrivent en même temps, c'est que des fois, ça bouscule mon plan de ce que j'avais prévu parce qu'on y arrive à la fin quand je vais parler de l'avenir, justement. Et donc, du coup, je vais reprendre mon plan hein, sur le présent et je vais commencer avec la situation de l'entreprise. Combien de montres ont été vendues à ce jour? Ouais, globalement, Emmerich, tu veux répondre? alors nous, on ne sait pas exactement parce qu'on a des distributeurs qui ont des montres et qui ne nous donnent pas toujours leurs chiffres. Moi, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on arrive à la fin de la série inaugurale qu'on avait produite et il était temps de sortir une nouvelle série de capsules qu'on a introduit avec la Mirage et dont les premières livraisons sont prévues. Dans les prochaines semaines. Donc voilà, la série inaugurale qui était limitée à un petit peu moins de 100 pièces arrivait à sa fin. Et il était temps de sortir des nouvelles capsules dont certaines sont D'accord. déjà faites. Oui, j'ai vu du coup la série inaugurale. Alors, il y avait 90 pièces, mais c'était 90 pour la noire, 90 pour la marron, c'est ça? Non, c'est 90 en tout. 30-60. Voilà. C'était 30-60. 30 marron et 60 noirs. Ok. Oui. Et donc, il y en a presque plus, quoi. Il en Voilà. reste quelques-unes, il en reste chez nos détaillants. Mais là, avec la crise du Covid, on a eu des retards de production et c'était vraiment chaud, quoi. Là, ceux qui veulent les dernières séries inaugurales, il faut qu'ils se décident aujourd'hui parce qu'il n'y en aura plus à Noël. Ouais. Ok. Du coup, j'avais prévu la question, mais vous avez déjà répondu un petit peu, mais bon, je vais la reposer quand même, histoire qu'il y ait une petite synthèse. Pouvez-vous expliquer le prix que vous avez choisi? Le prix, Oui, monsieur, ok. vous avez sous-entendu, tous les deux, hein, que Ouais. vous avez eu des remarques un petit peu sur votre Mm. prix en fonction du mouvement choisi, etc. Donc, je vous pose la question directement et puis vous pouvez y Alors, répondre. je me suis permis de donner cet exemple de, oui, on a eu des fois des gens qui nous ont dit, pour des très connaisseurs de l'horlogerie, enfin non, très connaisseurs, en tout cas des très renseignés, qui disaient, on voit le même mouvement sur le papier dans votre montre et dans une autre, et il y en a qui sont moins chers, comment ça se fait que vous soyez plus cher?
Et à côté de ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous disent ouais, c'est incroyable ce que vous avez fait et c'est moins cher que les autres marques de luxe, comment vous faites. Donc voilà, nous, on vit entre les deux déjà. Il y a vraiment les deux extrêmes. Euh, on a essayé de trouver un prix fair sur le long terme, assez réglo sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne nous permet pas d'avoir des yachts à Saint-Tropez. Loin de là. Il y en a qui sont à la plage quand même. Ouais, mais tu vois, c'était pour le travail, hein. Je suis au travail le week-end. Donc, on Bah, travaille le voyons. week-end. Eh oui. Eh oui. Mais à long terme, le jour où on sera amené à faire un peu plus de production, on sera dans des prix corrects pour le milieu. Il y a aussi la décomposition du prix qui est importante à regarder. Vous avez les capsules, la pièce centrale qui est 2400 euros en prix de vente public pour la série inaugurale et 2600 pour la nouvelle Mirage. Les carrures qui sont entre 200 et 500 euros globalement et les bracelets entre 50 et 200 euros. Tout ça, c'est les prix de vente clients. Mais dans notre industrie aussi, il faut savoir qu'il y a des intermédiaires, notamment dans la distribution, qui prennent leur marge. Et donc, ça ne veut pas dire que le prix que Egide vend la montre à un distributeur, c'est le prix que le client va le payer. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de le vendre. Donc, il faut aussi l'anticiper quand on est sur des modèles. Nous, on est dans des boutiques. On vend aussi en direct, mais on est beaucoup plus installé avec les boutiques. C'est plus le modèle vers lequel on se tourne. Et donc voilà, ces gens-là qui travaillent pour nous, il faut aussi les rémunérer. Et donc, quand on vend en direct et quand on vend avec des intermédiaires, c'est un petit peu différent aussi. Donc voilà. Henrik, je ne sais pas si tu veux ajouter d'autres dimensions par rapport au prêt. Moi, comme d'habitude, je vais faire une réponse technique. C'est que, comme tu le disais, on a un produit et ça, c'est difficile. Notre concept, il est tout à fait nouveau. Et par conséquent, il y a deux choses. Il y a déjà le concept qui est une complication d'habillage. Moi, j'aime bien appeler ça une complication d'habillage parce que tout le monde va comprendre qu'on rajoute un module sur un mouvement de base et que ça, OK, ça va faire monter le prix d'une montre. Et nous, on a inventé ce système qui est extrêmement difficile et extrêmement cher à produire parce que, attention, c'est une bague en titane qui est usinée avec une précision d'un centième de tolérance. Donc, c'est extrêmement dur à produire. Tout ça, c'est fait, comme on l'a dit tout à l'heure, de façon très transparente en France. Et tout ça, c'est vrai que ça a un prix. Donc, on aurait aimé faire des choses moins chères pour que ce soit accessible à beaucoup plus de gens, mais c'était pas des choses qu'on pouvait, on pouvait pas les faire fabriquer en Asie, c'était pas possible parce qu'on avait besoin de contrôler la production, on avait besoin d'être à un jet de pierre finalement de nos prestataires. Et donc le prix est énormément bien sûr déterminé par ça. Moi, je veux donner un argument aussi à tous ceux qui pourraient éventuellement s'intéresser à Egide, mais c'est quand même un prix, il faut pouvoir le justifier auprès de sa famille parfois, cet achat de montre. Avec Egide, ce qui est bien, c'est que quand on achète une montre une fois, avec sa capsule, après, on n'a plus besoin de racheter d'autres montres, on achète juste des éléments séparés qui vont sortir régulièrement. Et à chaque fois, c'est pas le prix d'une montre de luxe, c'est le prix d'un accessoire. Donc, un bracelet à moins de 200 euros, une carrure en prix moyen à 300 euros. Et donc, du coup, sur le long terme, les achats horlogers, en fait, on les fait réduire pour quelqu'un qui a l'habitude d'acheter régulièrement des montres, s'il veut rester dans l'univers Egide, voilà, dans tous les cas. Bah là, je vais lire le commentaire de Michael qui fait indépendant, fabriqué en France, toute la conception derrière, c'est pas juste un assemblage. Hein. Il y a d'autres marques qui se vendent dans les mêmes prix qui sont juste des assemblages. Hein, ok. Et, bah, pas dans les mêmes prix, non, mais ils font que le tour du mouvement, quoi. Euh, voilà. Il dit, les gens oublient beaucoup tout le boulot de conception derrière quand c'est du fait sur mesure. Donc ouais, nous, avec le groupe là, on essaye justement de faire une montre aussi et le fait que tout soit fait sur mesure, chaque pièce, c'est vrai que c'est compliqué. C'est la croix et la bannière, c'est Ouais, pas pour. c'est la folie, hein. C'est la folie. Mais sinon, si vous pouvez
ne pas répondre aussi, hein, mais concrètement, il y a des distributeurs, il y a tout ça, vous passez par Printemps, j'imagine qu'ils ont leur marge aussi qui est conséquente. Vous, quel est le prix d'une montre pour vous? Le coût de fabrication de la montre pour vous et votre coût de fonctionnement qui est inclus dedans, mais quelle marge se prend le distributeur et quelle marge se prend votre travail, quoi, en gros. Ça, c'est des informations qui doivent rester. Vous savez, c'est comme le magicien hein, magicien, il révèle pas son tour de magie. C'est comme l'acteur de théâtre, on voit pas ce qu'il y a derrière la scène. Et c'est des questions auxquelles non, c'est pas très élégant de répondre. Ne serait-ce que pour les autres marques. Ce que je peux vous dire, c'est que comme le disait Emeric, le temps qu'on soit rentable, ça va Vous avez prendre encore intérêt de nous quelques années. soutenir. Ouais. Venez acheter nos montres, c'est pas de l'arnaque. Vous inquiétez pas pour ça. Et ben justement, on en vient à la question suivante, parfaite transition. Cette entreprise vous permet-elle de vivre actuellement ou vous avez une autre activité à côté? Notre entreprise, elle est structurée pour qu'on puisse survivre. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentable, comme je le disais, pour l'instant, mais c'est un projet qui a beaucoup on va dire des mécènes. C'est une entreprise qui lève des fonds. C'est une entreprise qui inspire beaucoup de gens et par conséquent, on a des investisseurs qui nous donnent de l'argent pour qu'on puisse avancer. Alors, moi, je fais un petit parallèle. On entend beaucoup dans les entreprises du numérique, les startups, les levées de fonds, parce que leur stratégie, c'est d'avoir beaucoup d'utilisateurs. Et après, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent gagner de l'argent en vendant de la publicité. Nous, notre challenge dans l'horlogerie et dans le luxe globalement, c'est de faire émerger une marque. C'est que la marque soit connue d'un très grand public en France et à l'international. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les investissements marketing doivent s'équilibrer avec les investissements de création et l'entreprise doit devenir rentable. Mais voilà, nous, on n'a pas besoin forcément d'utilisateurs, mais une renommée de marque qui s'autosuffit pour générer des ventes. En fait. Et donc, ça prend des années parce que enfin, on s'inscrit dans le luxe et les dernières marques d'horlogerie de luxe qui ont performé qui ont éclos ces dernières années, c'est des histoires d'il y a 30 ans, quoi. Les Bell Ross, Richard Mille, etc. Ça a mis du temps. Et donc on s'inscrit dans le temps long quand on est dans l'industrie de l'horlogerie. Et on le savait depuis le début. Et voilà, on structure la société dans ce sens. D'accord. Et ok. Ben, Guillaume Martin, combien de pains de pièces pour le point d'équilibre? alors, j'ai une question, une question de Guillaume Martin. Alors, combien il vous faut vendre de montres pour combien il faut vendre de montres pour atteindre le point de rentabilité, le point d'équilibre? C'est un investisseur, ça. C'est un investisseur potentiel. Ce qu'on appelle le point mort. Le point mort, ça dépend vraiment. Si on devait se mettre à faire de la pub et du marketing comme une vraie marque de montres, on serait aux alentours de 1000-1500 montres par an. Voilà. Si on continue à pas dormir, à 300 montres, on commencera à atteindre un petit peu un équilibre dans les comptes. C'est rien, 300 montres. Okay. Mais 300 montres à faire en France de cette qualité-là, c'est quelque chose. Ouais, ok. Surtout s'il faut aller dans les montagnes du Doubs pour aller les chercher. Bon, on n'y va pas à chaque montre, mais, ouais, mais c'est une question. Puis c'est une question économique. Hein. On aurait fait une montre à 500 €, on en vendrait déjà beaucoup plus parce que la clientèle serait plus large. Voilà. Par exemple, une campagne Kickstarter, c'est on va faire des prototypes, on va proposer un prix, on va faire une belle campagne marketing et puis on va récolter de l'argent et ensuite fabriquer les montres après. Donc, c'est des business models qui sont complètement différents. Nous, on a eu énormément de recherche et de développement, on a déposé des brevets, on a un budget légal, par exemple, qui est absolument incroyable
en comparaison de notre chiffre d'affaires, mais c'est des fonctionnements d'entreprise, finalement, d'entreprises qui se construisent sur le long terme, comme disait Emeric. Ce qu'on veut, moi, ça me ferait mal au cœur de vendre des montres aujourd'hui et de me dire que j'en suis plus responsable dans 5 ans, 10 ans ou même 20 ans. Moi, j'ai travaillé pendant toute ma carrière avec des marques qui avaient 100 ans minimum et c'est ce qui fait la confiance qu'on a dans une marque. Nous, on est une jeune marque, et donc on se doit d'avoir des bases suffisamment solides à offrir à nos clients. C'est pas pour rien qu'on fait des garanties au mérite, par exemple. On a des distributeurs, OK, mais le distributeur, qu'est-ce que c'est que sa plus-value au distributeur? C'est le service client. Et dans le service client, il y a aussi le service après-vente. Et donc, quand on achète une montre rigide à un distributeur, on n'a pas 2 ans de garantie, on a 3 ans de garantie. Et on va même jusqu'à 4 ans des fois, parce que dans nos boîtes, il y a une carte service, il n'y a pas de manuel, parce qu'on ne va pas tuer des arbres pour ça. Mais on a une petite carte avec un QR code et on tombe sur la version Internet du manuel d'utilisateur. Qui lit le manuel utilisateur et répond bien au quiz qui suit le manuel d'utilisateur va avoir une 4e année de garantie derrière. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on pourrait assurer cette 4e année de garantie si derrière, on n'était pas une entreprise solide et que voilà, on ne dépensait pas tout l'argent avant même de l'avoir gagné ou avant même d'avoir livré. Donc non, on a choisi cette voie-là. C'est un petit peu plus long. On a choisi un segment tarifaire où c'est beaucoup plus difficile de s'implanter quand on est une jeune marque nouvelle avec des valeurs que personne ne connaît. Et donc voilà, nous on est très contents justement de pouvoir faire des lives comme ça où on peut expliquer ce genre de choses parce que d'habitude, dans les magazines horlogers ou les gens qui nous interviewent d'abord, ils ne nous posent pas ce genre de questions. Ah oui, j'ai lu les articles, j'ai vu l'interview sur BFM Business et tout ça. Ouais, c'est pas le même genre de question. On voit que ça s'adresse pas à la même personne. Alors, avant de continuer, il y a encore d'autres questions qui arrivent en même temps là, donc on va faire une petite pause avec les questions qu'il y a. C'était au moment où je vous demandais si vous aviez d'autres montres, qu'est-ce que vous portez d'autre. Là, c'est une question d'Eric. Pourriez-vous être client d'une petite marque qui débute? Carrément. Si je gagnais plus, ouais. Non, non, sans blague, ça bouge beaucoup en France, notamment. Nous, on suit cette scène, ailleurs aussi, mais en France notamment. Et il y a beaucoup de mérite, il y a beaucoup de créativité, et il faut vraiment s'y intéresser. En Suisse, dans l'industrie, ils commencent à regarder la France vraiment et à s'y intéresser. Donc, on a des marques très créatives, pas forcément les plus grands développements de mécanique horlogère en termes de mouvement ou ce genre de trucs. Mais par contre, en termes de création, c'est super. Et moi, il y a des marques qui m'intéressent beaucoup en ce moment. Moi, je suis très, en tant que Français et francophone, comme mon groupe c'est Horlogerie francophone, je suis très fier de ce que propose la France en ce moment et ces dernières années. Et c'est d'ailleurs les entreprises françaises seront les premiers invités justement sur en entretien comme ça. Vous êtes les premiers, mais on va privilégier les marques françaises et francophones notamment. Donc, Ouais, mais il y a vraiment une nouvelle vague dans l'horlogerie française qui est assez discrète parce qu'elle n'a pas les moyens médiatiques qu'en ont d'autres, mais qui fait effectivement des choses très, très intéressantes. Et en plus, on se connaît plus ou moins tous. On se retrouve de temps en temps et franchement, c'est très, très sympa d'être dans ce milieu-là. ouais. S'il y en a quelques-uns qui nous écoutent, on leur passe le bonjour, les gars. Hein, toi, je le vois à Nantes, là. Je suis sûr qu'ils regardent le Nantais. Oui, 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 oui. D'ailleurs, j'ai une question de sa part pour après, là. Hein. Ouais. C'était Ça quoi? m'étonne pas. Comment? Oui, c'était ça. Donc, quel est votre concurrent préféré? Hein. Mon concurrent préféré, c'est Rolex. Et, euh, et Henrik, comment fais-tu pour avoir autant de charisme et de classe sur ta photo de profil? C'est Qui grâce a à mis ma... ça? Ah non, c'est Henrik. Oui, c'est ma mère. Elle m'a tout donné. Ses yeux, son double menton, sa moustache. Et je lui dois tout. Ok. Surtout que cette question vient du même beau gosse absolu de Nantes. Là, on dirait un mannequin
hein, quand il fait ses petites vidéos sur YouTube. Celui-là, on verra s'il a autant de charisme avec un genou en moins. Mais je dois aller le voir bientôt. C'est ça. C'est pas bien de se moquer des gros. Oh, je suis pas sûr qu'il se moquait, hein. Ah, hop. Ouais, je vais être un peu tordu, mais c'est pas grave, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Ça pompe plus que ce que je pensais. Ouais, moi aussi, j'arrive à la fin, je suis désolé. Je sais pas. Voilà. Si ça coupe, Et, m'envolez pas. pourtant, j'ai d'autres questions. Vas-y. Donc, il y a plein de questions qui arrivent. Donc, avez-vous un autre métier? On va essayer d'être rapide du coup. Ou non, vous êtes Non, consacré à l'entreprise. ça fait 2-3 ans maintenant qu'on est à 100% dedans et on a la chance maintenant d'avoir des gens qui ont rejoint l'aventure aussi. Donc, on a Ok. cette boîte Avez-vous des et on partage actionnaires l'aventure. ou Non, pardon, non, excuse-moi, excuse-moi. Avez-vous des actionnaires? j'avais terminé. Avez-vous des J'avais terminé. actionnaires ou êtes-vous totalement indépendant? On a des actionnaires, Ouais. mais qui Qui sont. sont indépendants. Ouais, on a, c'est ce qu'on appelle, friends and family. Donc, on est très encouragé financièrement par des actionnaires qui sont ou des grands amateurs d'horlogerie qui nous connaissent ou dans les cercles proches. Bon, je vais reprendre avant que Emmerich n'ait plus de batterie là, parce que cette question, elle te concerne. Ok. Quelle est la clientèle visée? Parce que du coup, vous êtes passé par des canaux traditionnels, quoi, des distributeurs, les magasins. Pour la promotion, pareil, vous êtes passé par des magazines, de la presse papier ou quoi. Plutôt que comme d'autres marques le font, que ce soit des marques nouvelles ou des grandes entreprises aussi, en passant par les nouveaux médias comme les réseaux sociaux, etc., comme finalement vous faites maintenant. Mais à l'origine, quelle est votre clientèle visée? On peut se poser la question au vu des choix marketing que vous avez fait, quoi. Ouais. Nous, on veut être une marque globale dans quelques années quand on sera mature pour le CSP plus, CSP moyen, qui aura les moyens de se payer une montre comme ça. Le Euh, quoi? Le CSP? ouais, le cadre supérieur. D'accord. À terme, c'est ça. À terme, c'est ça. Et donc Moi, je sais pas. on s'adresse pas uniquement aux gens qui sont passionnés fada d'horlogerie. On essaie d'aller dans la clientèle globale parce que notre système est global. Euh, et cette clientèle globale, elle va fouiner pour une partie d'entre elles qui veut être vraiment les avant-gardistes sur les réseaux, dont ce groupe Facebook. Mais la plupart, en fait, ils vont se renseigner par des canaux standards. Et donc, c'est pour ça que sur la communication, on a besoin d'être sur des magazines comme Le Point, comme BFM à la télé ou ce genre de choses. C'est pour ça qu'on mène ces actions aussi. On a besoin de taper large parce on a des ambitions qui sont grandes et pour longtemps et aussi en grande quantité. On veut être aussi une marque pour ces gens-là qui ont des cadres, enfin, qui seront cadres supérieurs dans quelques années. Donc aujourd'hui, en fait, c'est les millennials, ces gens-là. C'est des gens entre 20 et 40 ans globalement et qui sont en phase d'acheter leur première montre et qui cherchent quelque chose de différent. En fait, ils ont toujours été bercés par les grandes marques, le marketing des grandes marques. Ils ont eu l'histoire de leur père qui leur racontait qu'il avait la même montre que son père aussi, et eux, ils veulent absolument pas ça. Donc, ils cherchent des valeurs un petit peu différentes. Et nous, notre clientèle, elle est plus là. Alors, forcément, on a des gens qui sentent le truc, qui se disent bah, peut-être dans quelques temps, Egid sera une marque qui sera connue et intéressante, et donc moi, je veux faire partie des premiers et j'achète aujourd'hui. Donc, ça, c'est des membres des groupes qui connaissent et qui s'intéressent à l'horlogerie au quotidien. Mais voilà, nos actions marketing, ça montre que demain, on va être très, très globaux, en fait. On va être globaux D'accord. qu'est-ce qu'il y a, Henrik? Là, je disais qu'on est complémentaire avec Emeric, parce que moi qui ai
15-16 ans de plus que lui. Je me souviens du début de ma carrière où on pouvait, avec 3000 euros, on pouvait s'acheter vraiment une très grande référence super connue et qui maintenant vaut beaucoup plus. Et à cette époque-là, considérer encore aussi la montre comme un très bel investissement qu'on pouvait faire à vie. Et finalement, je n'avais pas forcément que des clients qui avaient beaucoup d'argent, mais on avait aussi des gens qui se cotisaient pour des anniversaires de trentaine, de quarantaine et des choses comme ça, pour acheter vraiment un bel objet qui dure toute la vie. Et c'est vrai que quand on conçoit nos montres, on fait ça pour ça, on fait ça pour que les gens, c'est un investissement, mais il faut que ce soit l'expérience d'une vie finalement. Et ma génération, entre 40 et 50 ans, c'est encore quelque chose qui est très important. Et j'espère que, enfin, en tout cas, ça se confirme aussi dans nos premiers clients, mais je pense que nos montres, elles peuvent toucher un petit peu ces gens-là parce que il y a à la fois le côté patrimonial de la montre de très belle qualité, et puis le côté évolutif et créatif qu'on trouve finalement que dans les vêtements qu'on achète ou dans la déco qu'on fait dans sa maison. Voilà, les gens qui ont à la fois envie d'un truc qui dure et de quelque chose qui puisse changer. Ouais. C'est vrai que on change de montre, hein. Pour les passionnés de montres, on change de montre. Voilà. Ben oui. C'est un budget autre que celui-là, quoi. Et, ok. Il y avait une question intéressante là qui était de Mickaël, là. Est-ce que vous avez des ambassadeurs, des personnes connues parmi vos clients, des ambassadeurs de votre marque? Alors, on a des personnes connues parmi nos clients, on n'a pas d'ambassadeur et par confidentialité, on ne va pas révéler qui sont nos clients. Mais oui, on a des personnes assez connues. Et de toute façon, c'est chose commune finalement dans l'horlogerie de luxe parce que les prix font que globalement, il y a aussi des personnes assez riches et donc parfois connues qui achètent ces produits. Donc voilà. C'est pas dans nos plans d'avoir des superstars, mais Ah, on a perdu. Et ben voilà. Voilà. Bon, Ah, bah, mais Apple, c'est pas c'est dans nul. votre. Ouais, Apple, c'est nul. Apple, on va faire comme dire à Apple que bon. Donc, ouais, donc pas d'ambassadeur et les personnes connues, elles sont inconnues, quoi. Mais c'est normal, c'est Non, normal, mais je comprends tout à fait. je veux dire, on n'a pas de contrat avec nos clients. Donc, s'ils veulent dire qu'ils ont une égide, bah, ils le diront. Mais c'est vrai que c'est pas à nous, là, sur un forum. C'est un peu comme le chiffre d'affaires tout à l'heure ou les choses comme ça. C'est des informations qui nous appartient pas de révéler. Mais vous avez le droit de pas répondre, hein. Bah, t'as le droit de pas répondre. Non, mais Moi, hey, je le fais, hein. Tu vois, je réponds pas. Je réponds. mais moi, je pose la question parce que justement, le concept du truc, c'est que tout le monde peut poser les questions qu'on veut, même l'envers du décor, etc. Après, il y a pas il y a pas d'obligation, hein. Moi, ça me convient très Non, bien. non, mais je veux dire, moi, je suis hyper relax, hein. Il n'y a aucun problème. Plutôt que de mentir, je préfère dire non. Mais exactement, Voilà, et c'est ce que je fais. les Ouais. chercher. c'est parfait, Mm. c'est parfait. Et du coup, j'ai une autre question d'un autre membre. Mm. Il revient. Les capsules et carrures autres qu'acier. Donc, j'ai vu, apparemment, il y avait plaquage carbone ou PVD. Est-ce qu'elles ont des marques d'usure plus rapidement, notamment le PVD? Avec les manipulations, on peut faire plus de marques. Le plaquage carbone, je ne connais pas, j'ai jamais manipulé ça, mais Alors, plaquage carbone, je pense qu'il parle du DLC. Donc, le DLC, nous, on en a fait. On a une série qui s'appelle la série noire. Qui est très bien, qui a très bien marché là en novembre dernier. Et donc c'est un DLC qu'on fait avec une des seules boîtes françaises qui fait ça, c'est dans le 77. Et le DLC, c'est Diamond Like Carbon. Et ça a une dureté qui est vraiment extrême. C'est beaucoup plus dur que l'acier. Voilà, il y a une unité qui est les Vickers. Et un acier normal, c'est environ entre 4 et 600 Vickers. Là, avec ces revêtements de surface-là, on est au-dessus de 3000. PVD, c'est non. beaucoup plus tendre. PVD, c'est 900, entre 900 et 1300. Et là, on ne fait pas de PVD parce qu'effectivement, à l'intérieur, dans les zones de friction, ça serait pas beau à voir. D'accord, ok. Ok. Ouais, le DLC, là,
C'est une espèce de céramique, c'est ça, qui recouvre. Non, c'est pas ça. Non, c'est du carbone pur en fait. C'est du Ok. carbone pur qui est fait avec un système de vapodéposition à chaud. Et du coup, on peut dire c'est une sorte de céramisation un petit peu de l'acier. Mais Ok. c'est vraiment, c'est pas comme le PVD, c'est pas juste un truc qui va se coller dedans, ça va prendre les atomes d'acier et ça va rester bien dans la matière et c'est vraiment beaucoup plus dur à enlever. Ok. C'est ce que font C'est toutes les grandes d'activité. marques habituellement, elles font plutôt du DLC que du PVD. Mais il y a moins de D'accord. couleurs disponibles. Ok. Euh, comment se passe le SAV? Alors le SAV, pour l'instant, on centralise tout le SAV chez nous. Fais une rallonge, s'il te plaît. Excuse-moi. Je fais une rallonge. Ah, Pardon. C'est le pardon. problème de batterie, moi aussi, comme Emmerich. Et donc, Ouais, comment ouais, se mais passe oui. le Oui. SAV? Donc, alors, pour être franc, pour l'instant, il n'y a pas de SAV. On a vendu. Ouais, donc j'ai reçu un message de Jérôme. Emmerich s'excuse, il n'a plus de batterie. Ouais. Donc, pour l'instant, on n'a pas de SAV. Mais voilà comment c'est prévu. C'est que Euh, s'il se passe quelque chose, bon, avec nos montres en général, c'est pas grand-chose. Donc, si c'est une magnétisation, quelque chose comme ça, on peut le faire très vite. À Paris, on peut même venir au showroom et repartir avec sa montre. Si c'est un SAV lourd, si la montre est tombée ou qu'il y a eu un problème et qu'il y a vraiment un problème de mouvement, ça repart là où elles sont fabriquées, c'est-à-dire à Morteau. Ok. Et du coup, vous avez eu zéro retour actuellement. Si, on a eu un retour, un retour de ce qui est couvert en garantie. On a eu deux retours en réalité. Une personne qui, j'espère, ne m'écoute pas et qui a un peu bourriné avec sa montre Ah et oui. du coup a réussi à la plier. Et puis un autre retour, enfin, je vais rien vous cacher, c'était un tout petit morceau de lumineux qui est tombé d'une aiguille et donc qui était sur le cadran. D'accord. Ok. Bon, Mais non, encore c'est une fois, inévitable, hein. j'insiste là-dessus et puis Emeric est parti, donc il ne va pas me retenir sur le technique. Euh, Pendant 3 ans, avec mon frère, on a travaillé sur la montre qui aurait le moins de raisons possibles de revenir en SAV. Donc, on a essayé de corriger aussi bien dans notre sélection de mouvements, de composition de mouvements, de protection au choc, aux vibrations. On a essayé de limiter au maximum les risques, sachant que dans ma profession précédente, j'avais des statistiques sur les retours courants dans les centres de SAV. Ouais. Ah, mais deux Donc, elle a retours. été conçue pour ça, la montre. Ok. Du coup, là, j'ai pas d'autres questions là, comme ça. Tatatam. Ok. Et donc maintenant, on va passer à la troisième partie sur l'avenir. Donc, on va commencer avec vos idées à vous là. Quels sont vos projets à moyen et long terme? Aymeric en a parlé un petit peu tout à l'heure. Nos projets, c'est de développer la marque. C'est-à-dire qu'on va développer à la fois notre offre et puis notre réputation. La réputation, elle passe par ce que vont dire les gens de nous et donc ce qu'on va proposer comme produit aux gens. Comme pour l'instant, on a très peu de produits, il faut qu'on en fasse un petit peu plus pour que les gens aient plus de chances de toucher, d'apprécier nos produits et donc de partager leur passion et donner envie aux autres de le faire. Donc, nos projets à moyen et long terme, c'est sortir des produits. Ça va être. Alors, nous, on a une volonté, c'est de proposer une diversité toujours plus grande dans ce qu'on va faire. Comme on est une marque globale, on va faire des produits assez classiques, comme par exemple une montre à lunettes tournantes, mais on va faire aussi des formes beaucoup plus originales, puisque par définition, en 30 secondes, on peut passer de la forme originale à la forme classique. Donc, si on ne va pas s'acheter, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais une Urwerk parce que on n'est pas sûr de pouvoir la porter tous les jours, parce qu'elle ressemble à un vaisseau spatial, c'est complètement différent avec une égide, parce que pour 250 euros, on pourra avoir une forme de vaisseau spatial. Donc Ouais. là, il faut qu'on crée la matière, et ça, c'est le travail de notre directeur artistique, qui est Jérôme Coste. Et Jérôme Coste, c'est quelqu'un qui a une culture, pas une culture horlogère, mais une culture générale absolument fabuleuse. Il a énormément de contacts chez les artistes, enfin, dans plein de, finalement, de
de groupes démographiques ou culturels différents. Et c'est vraiment un puits de science et un puits de culture, et il vient avec des idées qu'on n'aurait jamais eues. Et du coup, on va sortir des choses assez sympas avec des collaborations, avec des artistes, des artisans d'art, des gens qui nous inspirent, quoi. D'accord, c'est pas mal ça. Et donc, du coup, j'imagine que tu peux pas en dire plus pour l'instant sur les collaborations. Ah non, bah, vous commencez à me connaître. Non, non, il y a des choses que je dirais pas et ça, j'en parle pas. Voilà. Il faut s'abonner à la newsletter Égide si on veut savoir ce que fait Égide. D'accord, ok. Du coup, là, vous avez sorti récemment un nouveau modèle, le Mirage. Oui, Il est la combien de Mirage. déclinaisons? La Comment? Mirage. La Hmm. Mirage, ok. Il y a combien de déclinaisons de cadrans, de Il y modules? a deux déclinaisons de cadran. Donc, Ok, en perle qui est gris soleillé et le cadran noir qui est noir soleillé. Enfin, un anthracite extrêmement foncé mais avec une finition soleillée aussi. Tout ça avec des index bâtons et des aiguilles bâtons aussi, mais luminescentes. d'accord. Et est-ce que vous avez d'autres modèles prévus encore après? Oui, monsieur. D'accord, ok. Ouais, bon. Ça, Et, c'était une et question de Loulou Olive. C'était pour vous pas. donner une idée, pour vous donner une idée un petit peu, il faut savoir que nous, c'est notre entreprise, mais c'est aussi notre passion. D'accord? Donc, des modèles d'avance qui sont dans les ordinateurs avec des fichiers qui sont prêts à envoyer aux usineurs, on en a plus de 30. Voilà, et on en a sorti 4 pour l'instant. Donc, de la matière, on en a énormément. Si vous voulez la voir, il n'y a qu'une chose à faire, acheter des égides pour nous permettre de continuer à développer et à sortir des nouvelles égides. Et c'est comme ça qu'on va créer peut-être voilà, une expérience créative horlogère à très long terme avec toujours des nouveaux ingrédients qu'on va pouvoir ajouter à son dressing, à sa recette pour créer soi-même la sienne. Ok. Et euh, donc là, vous avez des partenariats qui vont arriver, j'imagine. Mm. Euh, C'était la question d'après. Est-ce qu'il y a des partenariats de prévus? Oui, mais du coup, on ne saurait pas. Et est-ce qu'il y a des partenariats avec qui vous rêveriez de travailler, mais qui, sans dévoiler des partenaires avec qui vous allez travailler, vu que ça reste encore confidentiel, mais est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé? Par exemple, si vous Bah, dirigez pour faire une montre de plongée vers des marques de plongée, des choses comme ça, qu'est-ce qui vous plairait comme bah, partenariat? euh, c'est compliqué comme question parce que ça va pas forcément aller vers les basiques finalement. Bon, tous ces canons qui sont utilisés par l'horlogerie d'habitude, donc la plongée, la course automobile, l'aviation, les choses comme ça. Moi, des univers, il y en a plein qui sont passionnants. Imaginez qu'on fasse une montre avec Tim Burton, par exemple, ça pourrait être un truc absolument incroyable, hein. Hmm. Il y a des tas de designers comme ça qui travaillent dans l'ombre, dont le travail est absolument fabuleux. Et c'est pas qu'on veut forcément travailler avec des outsiders, c'est que les gens qui nous inspirent, c'est pas forcément des têtes d'affiche. Donc, il y a des artisans d'art, là, les gens avec qui on va. Sur le site internet, vous verrez, tiens, peut-être ça peut vous donner quelques indications, mais sur notre temps libre, on écrit un webzine qui s'appelle Évolution et dans lequel on fait des articles justement sur des artistes ou des artisans qui réinventent un peu leur métier et que nous, on aime bien et qui nous inspirent. Et ça pourra vous donner un petit peu une idée pas de ce qu'on va faire, mais de ce qu'on pourrait être amené à faire. Donc, travailler avec des gens, par exemple, dans l'aviation, oui, 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 ça nous plairait beaucoup, mais ça ne sera pas forcément avec le champion du monde de voltige, quoi. Ça sera plutôt avec un designer dont on ne connaît pas le nom. Ça sera plutôt avec, je ne sais pas, un agenceur, par exemple, qui va faire des meubles incroyables qu'on va trouver dans certains avions. Ça va être un motoriste dont on va recycler l'acier, j'en sais rien, mais ce sera plutôt ce genre d'inspiration-là. D'accord. Encore une fois, là, je parle pour mon cas, mais chaque membre de l'équipe qui apporte toujours, nous, on est une équipe très ouverte et tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, chaque membre de l'équipe aurait autre chose à dire, quoi.
une version Ouais. différente de l'histoire à donner. Mais ça ne nous empêchera pas de faire aussi ce que j'aime moi et ce que j'ai appris toute ma vie, c'est-à-dire de l'horlogerie, avec des codes horlogers. Ouais. Ouais, C'est ce qu'on a fait avec la tradit, c'est ce hein, qu'on a fait avec la vision. votre démarche est très tradie, hein, même si votre concept ne l'est pas, la démarche marketing et d'évolution, de perspective d'entreprise est très tradie. Ouais, je vois. Ouais, moi, c'est mon métier, c'est comme ça que je sais le faire. Donc, faut m'excuser. C'est vrai que je n'ai pas forcément le réflexe d'aller ailleurs, mais c'est pas pour ça qu'on veut exclure les gens, et c'est pas pour ça qu'on les aime pas. C'est juste que c'est moins naturel de communiquer sur certains médias que sur d'autres. Ouais, après, j'espère que ce sera une bonne expérience, hein. Bah, et on est là, et moi, très franchement, c'est hyper agréable, hein. Je suis très content parce que les questions me passionnent, et j'espère que mes réponses et nos réponses, parce que c'est dommage qu'Amérique soit plus là, mais j'espère qu'on est aussi intéressant, que vos questions sont intéressantes. Bah, moi, je le trouve, et apparemment, les retours que ma femme me dit, là, ça intéresse tout le monde. Et du coup, maintenant, il y a eu, parmi les questions proposées, il y a eu beaucoup d'idées des membres du genre, est-ce qu'un mouvement Oui, GMT est envisageable? Hein, ça, c'est oui, oui. le genre de truc. GMT, je vois que Là, vous avez pas de date, mais vous pouvez mettre une date aussi, tout ça, quoi. il y a une date sur la Sur Mirage, et on peut faire mouvement GMT, on peut faire réserve de marche, on peut faire phase de lune, la oui. capsule a été conçue pour recevoir plein de sortes de mouvements. Ok. Justement, là, donc la plongée, la capsule pourrait accueillir une intensité à 300 mètres avec un verre plus épais, un fond plein. Est-ce que c'est envisagé pour le futur ou on verra plus tard, ça, pour l'instant? Bah, bien sûr que c'est envisagé, c'est archi dans les tuyaux. Après, je vous dirai pas quand ça va sortir, mais la montre de plongée, pour un horloger, c'est un exercice obligatoire. Voilà. Absolument. On a sorti la vision, la vision n'en est pas une. La vision, c'est une montre à lunettes tournantes bidirectionnelles. Donc, c'est pas une montre de plongée. Mais, mais bien sûr, moi, j'ai eu plusieurs montres de plongée. J'adore les montres de plongée et je rêve de faire une montre de plongée. Ouais. Euh, ouais, parce qu'en plus, ouais, du coup, je sais pas plus quel membre avait dit ça, mais quand il a fait un grand commentaire sur la montre de plongée, il trouvait ça, votre concept adapté à une montre de plongée, c'est-à-dire que quand on va plonger, ben, on met la carrure qui va, le bracelet qui est plus grand, qui s'adapte, et puis quand on va au bureau, ben, on a la capsule, mais on met une carrure de ville. Donc oui, Oui, votre oui, non, concept mais avec bien une montre sûr. de plongée, c'est top, Ouais. c'est sûr. Mais attention, encore une fois, il y a plusieurs choses. Là, c'est déjà possible de faire ça avec les égides actuelles. Elles sont étanches à 100 mètres de profondeur, pas du bord. C'est-à-dire que tant que vous vissez bien la couronne, vous pouvez descendre à 99 mètres, même jusqu'à 120 si vous voulez, ça va tenir. C'est juste qu'il faut faire attention parce que la carrure vision n'est pas faite pour ça. Elle est bidirectionnelle, il n'y a pas les repères pour les paliers, donc ne faites pas, allez pas à plus de 60 mètres et ne faites pas de palier de décompression avec une égide. C'est pas fait pour ça, c'est dangereux. Mais sinon, on peut tout à fait aller faire de l'apnée avec même de la plongée en basse profondeur avec une égide. Qui va Ah, au-delà de ouais. 100 mètres en plongée? Il y a quelques professionnels, quelques amateurs hyper pointus. Donc voilà. Et c'est déjà le cas. Nous, la plupart de nos clients prennent la vision, c'est notre plus grand succès. Et tout le monde la prend en version montre de sport. Et à côté, va prendre une carrure laboratoire avec un bracelet alligator pour avoir vraiment la montre du dimanche, quoi, ou la montre avec un costume. Donc, on peut déjà, avec la même carrure noire ou marron, on peut déjà faire le grand écart au niveau des styles. Ok. Parce que oui, enfin, les passionnés de montres ont quasiment tous une montre de plongée et c'est Ouais. le principe. Enfin, on va pas plonger, c'est juste. Moi, j'aime bien avoir une montre de plongée que j'ai confiance, quoi. Je sais que je peux faire du sport Ouais. avec, ma Mais transpiration va pas l'abîmer, le je peux tout faire. principe de la Tool C'est la Watch. confiance, quoi. Ouais, ouais, Ouais. c'est le Là, tout. principe de la Tool Watch. Et pourtant, une montre de plongée n'a pas un mouvement qui est fait
pour faire de la perceuse à percussion ou du Ah non, marteau-piqueur avec. non, Mais on se sent plus en confiance. Mais je rassure ces gens-là, une capsule égide étanche à 100 mètres, avec en plus le bouclier autour qui est la carrure, je vous garantis que vous pouvez faire parfois beaucoup plus de choses qu'avec des montres de plongée qui ne sont pas vraiment conçues pour ça. Au niveau solidité, c'est vraiment très bien. Après, avec toutes les montres mécaniques, de toute façon, il y a des choses à ne pas faire. Et ça, si personne ne vous les explique, il faut toujours lire le manuel d'une ouais. montre, ce que très peu de gens font, mais c'est très important de savoir. C'est comme les gremlins, il ne faut pas les arroser après minuit ou je ne sais plus quoi. C'est ça. Une montre, c'est pareil. Une montre, ça se respecte. Et dans le respect, il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec. Et donc ça, c'est les choses qu'il faut savoir. Et du coup, il y a une question d'Eric là qui parle de montre de plongée. Mais j'extrapole un petit peu est-ce qu'un bracelet acier est envisageable chez vous? Oui, oui. C'est envisageable. C'est un grand défi, c'est un défi technique parce que comme on a plusieurs carrures, elles ont des longueurs corne à corne qui sont différentes. Par conséquent, si on a un bracelet acier avec une taille fixe, c'est-à-dire qu'on peut régler le bracelet une fois pour toutes, mais on va se retrouver avec un bracelet qui va être plus ou moins lâche en fonction des carrures qu'on va mettre tous les matins. Ouais. Donc, on est en train de travailler dessus et notre grand défi, c'est de trouver un fermoir réglant de façon très rapide. Il faut que ce soit aussi rapide que le reste et même encore mieux auto-réglant. Donc, on a inventé pas mal de trucs avec mon frère. Et à chaque fois qu'on les googlisait, c'était déjà déposé par les grandes marques. Donc, on est en train de chercher là des systèmes qui sont libres de droit qu'on pourrait adapter. Mais D'accord. c'est Ok. bien sûr, ça fait partie des projets très importants des mois, voire des années à venir. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce qu'un chronographe est possible? Ah là, Non, c'est compliqué là avec trois boutons. Ouais. ouais. Non, le chronographe, ce sera une capsule et donc une ligne différente. Ouais. Ah, mais c'est ok. C'est notre branche quoi. Mais c'est faisable. Bah, voilà, nous, on fait en sorte qu'il y ait le plus possible de combinaisons avec la capsule 34, là, parce qu'elle fait 34 mm de diamètre, celle-ci. Mais à moins de développer nous-mêmes un mouvement monopoussoir qui ne serait pas étanche en plus, c'est pas possible de mettre un chrono dans cette capsule-là. Donc, le chrono, c'est comme la montre de plongée, c'est un exercice indispensable pour les horlogers. On a déjà commencé à travailler dessus, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais quand est-ce que ce sera disponible? Là encore, on a besoin de quelques années de développement, de la société et de l'offre pour arriver à ce point-là. Ouais. Ok. Et le bracelet de plongée rapide? Et attends. Et excuse-moi. Et quoi? Et donc le bracelet interchangeable rapide. Ah oui. Donc s'il y a un bracelet acier, il faut aussi qu'il soit interchangeable rapidement sans outil comme le reste. Eh ouais, C'est bien ça. ouais, Et ouais. oui. Eh ouais. Et oui. Voilà. C'est un beau défi. Mais on y est presque, hein. Ouais. On y est Ben, presque. ça, j'ai hâte de voir parce que c'est vrai qu'il montre, c'est quand même. Moi, j'aime bien avoir le bracelet acier. Même si je le change rapidement, j'aime Mais bien avoir le bracelet acier, quoi. beaucoup de gens, mais c'est vrai que là, ça sert à rien. Égide n'aurait aucun sens si on mettait un bracelet acier où il faut un chasse-goupille Ah ou un ben tournevis non, pour là, oui, l'enlever. non, ça Ouais. perdrait tout le principe. Oui. Donc non, Et, il faut que ce soit un système de fixation rapide aussi. Mais ça, ok. c'est pas un problème. Ça, notre problème, il est plus au niveau de la boucle pour l'instant. La boucle, ok. D'accord. Ok. Ok. J'en dis trop. Non, une dernière question sur les idées futures, là. Est-ce qu'un modèle pour femmes est envisageable? Peut-être une autre ligne, du coup, plus petite. Ouais. Parce que le Alors, concept a priori, peut intéresser. voilà, tu as donné finalement la réponse. C'est que le concept homme-femme, moi qui ai fait pas mal de magasins, je trouve que c'est un peu en train de se perdre, tout ça. C'est-à-dire que la montre féminine, la montre pour homme, c'est devenu une montre pour femme. Bon, voilà. Par contre, au niveau des tailles de montres, il y a une taille, on ne peut pas aller, aujourd'hui avec notre capsule, on ne peut pas faire de montres qui vont faire moins de 38 mm. Et cette taille-là, ça peut être non seulement rédhibitoire pour des femmes, mais aussi pour des hommes qui ont envie d'avoir des montres plus petites. Et pour ça,
c'est comme le chronographe, il faudra qu'on change de capsule. Il a déjà dit. Et, ouais, une autre question sur l'épaisseur, mais tu l'as déjà dit, c'est 11 mm, c'est ça, hein. 11 mm, oui. C'est pas un peu trop beaucoup. Et ouais. 11 mm pour une femme, je sais pas, je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais Alors, 11 mm, c'est pour la capsule 34, hein, c'est l'actuelle. ouais. Voilà. Et, Si on fait une capsule plus petite, elle sera aussi plus fine. Euh, et pour ce qui est de la capsule aujourd'hui, les montres 38 mm, on a beaucoup de femmes qui les portent avec plaisir, hein. C'est ouais. une montre automatique, de toute façon, une montre automatique étanche, vraiment étanche, la faire de moins de 11 mm Ouais, ouais, en avec un général, mouvement c'est plus. costaud, Ouais. c'est pas évident, hein. Ouais. Ou alors, si c'est une mécanique, peut-être, en faisant petit Oui, un locomètre. remontage manuel, mais Ouais. là, c'est autre chose quand même. Mais c'est et puis il y a d'autres mouvements, automatiques qui sont plus fins. On peut faire un micro-rotor, on peut faire des choses comme ça. Mais là, on quitte toute la logique du mouvement Cellita, des pièces disponibles Ouais. partout, Ouais. des choses comme ça. Donc, encore une fois, le G de Egide, il Global. est très important parce que nous, on se veut une marque globale. On veut pas être une marque ultra élitiste avec un mouvement de manufacture. Des choses qui sont pas possibles à réparer, des trucs incroyables. Nous, on fait des bons produits solides sur lesquels on peut compter et qui vont être faciles à entretenir dans le temps. C'est la promesse. On peut garder une égide toute sa vie. C'est très présomptueux de dire ça pour une jeune marque comme nous, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce que même notre pièce la plus technique, d'ici 3-4 ans, on pourra la faire en impression 3D et on pourra la remplacer si jamais. Voilà. Nos brevets, toutes nos sociétés en France qui travaillent sur ces pièces-là, elles ont les plans et on mettra les plans dans le domaine public si jamais il nous arrive un problème. Donc c'est voilà, encore une fois, on est une marque qui on travaille pas forcément pour nous à long terme, mais en tout cas, on s'en voudrait vraiment d'abandonner nos clients dans les années qui viennent. Mais ça n'arrivera pas parce qu'on fait tout pour rester. J'entends bien que vous restiez, au moins, voilà, la France a besoin d'entreprises horlogères, hein. Oui, et puis ça se passe plutôt pas mal, hein. Franchement, Eh ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont travaillé sur ça il y a quelques années, mais ça se passe vraiment très très bien. ok, bah, on est arrivé au bout des questions que j'avais prévues. On va arriver à la fin. Ça fait déjà 1 h 30. Bon, ça fait pas mal. Juste, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un oui, qui voudrait se lancer dans l'aventure de conception de montres? Alors, tu m'as déjà répondu. C'était quoi ta réponse? Faites pas ça. Ah oui, Se lancer dans quand on l'aventure, faisait les essais. c'est la croix à la bannière. Mais c'est vrai que Non, nous, on aurait bien aimé aussi sur le groupe le faire c'est en étant public un petit peu pour que tout le monde voit par où on passe, mais déjà là, c'est galère, hein. Donc, non, non, je non. comprends. C'est pas. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. La preuve, on l'a fait. OK? Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a énormément de gens qui se lancent dans un projet de montre en dessinant une montre sur un coin de table et qui envoient ça aux antipodes pour la faire fabriquer. Ils la reçoivent 1 an plus tard. C'est pas du tout ce qu'ils ont demandé, mais ils sont obligés de le vendre quand même. Moi, j'ai envie de vous dire ça. C'est que ce soit en France ou de l'autre côté de la frontière, il y a des tas de professionnels qui sont pas forcément faciles à trouver parce que c'est pas des gens, c'est des gens qui travaillent beaucoup dans le secret, dans l'horlogerie. Et du coup, ils n'ont pas de site internet où ils vont vous dire conception de montre et tout ça. Mais le fait de travailler avec des professionnels, ça vous permet de fabriquer des bonnes montres aux normes et surtout avec lesquelles vos clients n'auront pas de problème du tout. Vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Et si jamais vous voulez faire une montre, vraiment, essayez de faire comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent au départ, mais cet argent-là, il faut bien l'utiliser. Et pour ça, il ne faut pas perdre de temps ni d'énergie bêtement. Et le temps, c'est de l'énergie et c'est de l'argent. Donc, essayez de. Il y a des tas de professionnels qui. Voilà, en plus, en Suisse, en ce moment, c'est pas mal la crise.
Et il y a des professionnels qui vous accueilleront là-bas avec votre projet horloger, même si au début, c'est trois croquis qui se battent en duel sur, comme je le disais, sur une nappe. Mais c'est des gens qui sont tout à fait aptes à vous aider et qui seront contents de vous voir arriver. Ça, j'aime beaucoup ce conseil-là. Ouais. Non, mais c'est vrai, Euh, hein. ouais. Mais j'aime beaucoup parce que c'est vrai que nous, on a reçu des devis chinois, mais ça m'inspire pas, quoi. Ça Bah, c'est m'emballe pas à moi. pas plus que ça de partir aux antipodes, comme tu dis, mais bon, Ouais. c'est un autre sujet de toute façon. Il y en a, il y a des gens pour qui c'est très bien et le résultat est très bien. C'est pas, moi, je fais pas de jugement de valeur sur la provenance des choses et tout ça. C'est juste que moi, j'étais pas capable de le faire. Tout simplement parce que j'ai besoin de contrôler de A à Z ce que je fais. Bon. Et pour ça, il faut que je puisse aller m'engueuler avec mon fournisseur si je dois m'engueuler avec mon fournisseur. Non, mais c'est aussi simple Ok. que ça. Et quand ton fournisseur il est à 8000 km de chez toi et que tu es passé par quatre intermédiaires et tu sais pas qui c'est, bah, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu as reçu tes pièces, tu fais ce que tu peux, tu les limes, machin, mais non, moi, je veux pas de ça. Et donc, j'ai pas pu travailler de cette façon-là. Mais tu demandais tout à l'heure quelle montre j'achèterais d'un jeune créateur français. Très franchement, parmi tous mes confrères qui font des montres à moins de 1 000 euros, il y en a qui m'attirent vraiment, vraiment, hein, et qui sont en qualité, qui sont très, très bien. Ah ouais, ouais, je sais. Mais oui. Et Donc, c'est du pas. coup, ça te permet Nous, on a de... choisi ça, c'est pas une fin en Ouais, soi, non, quoi. non, C'est mais pas. c'est c'est une expérience d'être passé par là. Moi, ça Mm. m'intéresse. Mais une dernière question, du coup, avant qu'on arrête. Quelle question auriez-vous aimé qu'on vous pose, Marc? Qu'est-ce que vous aviez de plus à dire là? Donne-moi l'adresse du site pour que je puisse acheter maintenant. L'adresse du site? Ah, l'adresse du site. Alors, j'ai partagé déjà sur le post là, mais Non, mais je plaisante. Non, c'est très franchement, je suis vraiment ravi d'avoir fait ce live avec vous parce que, comme tu le dis, on communique beaucoup, beaucoup sur des médias traditionnels et en général, c'est l'entrepreneur qu'ils interviewent, qu'ils font parler, le directeur marketing ou le directeur artistique et des choses comme ça. Mais moi, à la base, je suis juste un passionné d'horlogerie qui a voulu créer sa montre. Et voilà, il y en a qui jouent de la guitare, il y en a d'autres qui dansent. Moi, mon moyen d'expression, c'est ça, c'est d'inventer des montres. Et avec mon petit frère, on a inventé ce produit technique qui devient un concept horloger. Et le fait de répondre à des questions comme j'ai répondu aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Et le pas du plaisir tout. est partagé, vraiment. Ouais. Vraiment. Et bon, bah, c'est vrai que merci beaucoup. Moi, ça va pas arranger mes envies horlogères encore, hein. Mais franchement, t'as bien vendu ton truc parce que ça fait envie. Il y a pas photo. C'est gentil. Tu parles à un passionné qui j'ai pas un j'ai pas une culture exhaustive, mais je suis quand même très Mais intéressé du personne ne sait tout sur tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de passer au-delà des apparences et puis d'aller voir et de toucher surtout. Nous, ouais. Égide, c'est avant, quand j'avais 10 clients dans un magasin, je vendais 2 fois. J'avais un taux de transformation de 20%. Ce qui est amusant, c'est avec Égide, quand un client vient nous voir, 9 fois sur 10, il achète la montre. Et Ouais. ça, si tu savais à quel point je suis fier, parce que c'est des gens qui s'y connaissent quand même, qui ont besoin de beaux produits, ils ont besoin d'être convaincus et tout ça. Et donc, ils touchent la montre, ils ne s'attendent pas du tout à ça, ils s'attendent peut-être à un truc gadget et tout ça. Mais quand ils font jouer le mécanisme, quand ils font leur petite combinaison et tout ça, bah, moi, c'est un ravissement parce que c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais dès le départ en créant cette marque, c'est donner un plaisir différent aux gens, c'est-à-dire leur permettre d'être acteurs de leur horlogerie. Alors, je ne leur donne pas des Bruxelles et une loupe et je ne leur demande pas de régler en spirale, mais ils dessinent leur Mm. montre eux-mêmes avec nos Ouais. ingrédients. C'est un vrai bonheur de pouvoir proposer ça.
Ouais, ben oui, je plus sois. Bon. Donc toi, je t'attends pour un essai. Il faut que tu Alors, essayes les montres. justement, je voulais venir là. Moi, j'habite dans le pays de Bigoudin. Alors, au bout du Finistère, au sud. Il n'y a pas Eh niveau ben, boutique et émulation, tout ça, les grandes villes, tout ça. on va ouvrir à Brest et puis tu feras l'effort de venir nous voir. Absolument, carrément. Eh oui. Et donc, eh ben, franchement, je viendrai à Brest. Hein, et, s'il y a une montre dans le coin, je ferai toutes les photos qu'il faut avec et je serai Mais ravi. la prochaine fois, quand je viens à Brest, je t'appelle avant, je t'appelle longtemps avant, je prévois mon voyage, et puis comme ça, on essaye de se capter là-bas. Le rendez-vous est pris avec plaisir. Mais en tout Ouais, cas, ouais. merci beaucoup. C'était vraiment Merci. bien. J'ai carrément apprécié. Je dis merci aussi de la part des membres du groupe. Hein. On est presque 3500 et 3500 merci. Vraiment, c'était super. Et bravo pour le format, C'est une super hein, très expérience sympa. pour la première et ben, je suis très Ouais, content. et donc, bah, j'ai hâte de voir les lives avec avec les autres horlogers. Yes. Eh ben, qui faisait ça? Eh ben, merci beaucoup. Tout le monde sera les bienvenus, hein, tant que ça parle français parce que c'est l'horlogerie francophone. Voilà. Ok. Allez, Bah, merci beaucoup et bravo pour ton travail. merci. Un de ces jours. À bientôt. Et Salut. merci à Émeric, hein, tu lui diras de ma part. Ouais, bien sûr, bah, dès qu'il aura rechargé son téléphone.